Est-ce que vous me recevez? Allô la lune, ici la terre? C'est Sarah dans vos oreilles, vous ne rêvez pas. Je suis bien de retour sur cette chaîne avec un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Et non, je ne viens pas ici vous faire l'apologie de la rentrée. Je viens plutôt vous parler de l'être humain en général. Je ne suis pas bonne en organisation, mais je suis plutôt bonne en éloquence, sauf quand j'articule pas. Et je suis quand même assez douée en développement personnel. Et aujourd'hui, je voulais vous amener le thème de l'insignifiance chez l'humain. L'humain est un être insignifiant. Voilà, je vous pose les bases. L'humain n'est pas spécial. L'humain n'a vraiment pas cette particularité qu'on lui fait croire. En tant qu'être humain, on n'est pas vraiment si unique. On pourrait se qualifier d'insignifiant. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce podcast de ouf? Elle arrive, elle nous dit qu'on est insignifiant, alors que de base, elle nous parle d'être le main caractère de sa vie, d'être le réalisateur de sa vie, de faire en sorte d'agir dans sa vie. C'est pas parce que je dis que les êtres humains sont insignifiants que ce n'est pas le cas. La preuve, on va faire un lien avec ça plus tard. Et ça va être aussi un moyen de réfléchir sur soi avant la rentrée et sur là où on veut aller. Je vous explique pourquoi je dis que l'être humain est insignifiant. En fait, ce terme vient d'un documentaire d'Arte qui se nomme Une espèce à part. À travers ce documentaire, on va avoir une explication sur l'humain. L'humain face à l'infiniment grand, l'humain face à l'infiniment petit, l'humain face à l'histoire de la Terre et l'humain face à tout simplement notre quotidien. Imaginez un livre de 1000 pages. Sur ce livre de 1000 pages, l'apparition de l'être humain ne figurait qu'à la page 970 et il prendrait à peine 30 pages sur cet ouvrage. On parle même pas de 30%, on parle d'un infime pourcentage et ça nous pose déjà les bases. On est insignifiant à travers un livre de 1000 pages alors qu'on se croit main caractère dans notre vie et sur cette terre. On se croit tout permis et on croit surtout que l'échelle sociale, c'est ça qui va nous élever. Bah pas du tout. Je vous parle d'échelle sociale parce que je vais comparer ça avec l'échelle animale. À travers notre espèce qu'est l'être humain, on va toujours avoir deux parties. La partie la plus élevée et la partie, du coup, la plus basse. Celle qui est moindre comparée à un autre standard. Cet autre standard, qui vient d'une échelle sociale. Par exemple, quand on arrive au collège, souvent, c'est à cette période qu'on se fait harceler. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que certaines personnes arrivent au collège en se disant que c'est soit on subit, soit on fait subir. Si on fait subir, on fait partie des personnes qui sont dans la catégorie élevée de cette échelle sociale. C'est nous les plus forts, c'est nous. On va venir littéralement vous défoncer. Alors que la personne qui subit, elle est considérée comme victime, donc moindre et faible. Pas dingue du tout. Je vais vous comparer ça aux animaux. Les animaux, comme dirait Olympe de Gouges, sont unis. Comme elle le dirait dans l'exhortation aux hommes, remonte, observe et regarde dans la nature. Pourquoi elle demande à l'homme de regarder dans la nature? Tout simplement pour que ce dernier observe qu'il n'y a pas d'inégalité entre les sexes. On est bien d'accord. Maintenant, nous-mêmes en tant que femmes, juste en tant qu'être humain, voilà, en tant qu'homme en général, parce que oui, moi je vais toujours parler du terme homme avec le grand H pour envelopper tous les types d'êtres humains, qu'ils soient féminins ou masculins, parce que oui, si vous ne le saviez pas, la première ministre, voilà, je crois que c'est pas la première ministre de l'éducation, Madame Elisabeth Borne, c'est ça, c'est la ministre de l'éducation. Cette dernière veut amener le fait que dans la devise l'homme, quand on va parler dans une devise, quand on va mettre l'homme en général, donc l'homme avec un grand H, on va englober tous les êtres humains. Donc, à tous les êtres humains, les femmes et les hommes. Elle veut, retirer le sexe et le genre de cette expression.
En gros, la dame, au lieu de nous retirer des choses qui sont plus importantes et au lieu d'aller voir ailleurs si elle y est, littéralement, elle décide que non, l'homme, avec un grand H, maintenant, va englober tous les êtres humains et on ne va pas venir mettre un genre. Mais c'est quoi ça? Dans une expression, il y a un genre. Comme si elle n'avait pas autre chose à faire. Enfin bref, retournons à nos moutons et retournons à notre échelle chez les animaux. Donc nous, en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, à nous d'observer dans la nature. Olympe de Gouges, elle invite les hommes à regarder dans la nature. Maintenant, je vous invite, nous, en tant que femmes, à regarder dans la nature. On voit bien que souvent, il n'y a pas de différence. Une meute de loups, c'est une meute. Elle est entière. Alors que nous, dans un groupe d'êtres humains, il va toujours avoir une hiérarchisation. C'est vrai que oui, dans une meute de loups, on va avoir le chef. Mais le chef, il l'est pour une bonne raison. Il l'est parce que ça a été un choix collectif et c'est souvent même un choix des personnes en général d'élire quelqu'un. Cette personne ne se présente pas, juste, elle arrive. Elle le fait. Chez nous, en tant qu'être humain, c'est toujours la loi du plus élevé, la loi du plus fort selon des critères sociaux qui sont un peu moindres et surtout, on ne choisit pas souvent qui on veut. À notre tête, on nous le fait croire. Mais ça, ce sera pour un autre sujet. Donc déjà, sur cette base d'insignifiance de l'être humain, on a du coup les valeurs sociales. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec être insignifiant et avoir des valeurs sociales? Je comprends pas. Parce qu'au contraire, si on a des bonnes valeurs sociales, on n'est pas vraiment insignifiant. Mais si en fait on est insignifiant, pourquoi? On est insignifiant parce qu'on imite le cadre naturel qui nous entoure, celui que l'homme décide de défoncer tous les jours, celui que l'homme décide de littéralement anéantir et d'exterminer tous les jours que Dieu fait. Et ouais, vous pensiez que l'esprit d'équipe était un moyen que l'homme avait trouvé pour s'en sortir? Il a tout simplement imité les animaux. Et vous pensiez que le langage, c'était un moyen d'extérioriser qui était propre qu'à l'humain? Encore une fois, on est insignifiant. Ça appartient aussi aux animaux. Certes, ils n'ont pas la parole, mais finalement, est-ce qu'un aboiement, ce serait pas pareil qu'un homme qui crie tous les jours de sa vie? Oui, j'étais obligée de placer ma misandrie. Excusez-moi. Pour un exemple un peu plus intellectuel et un peu plus parlant, parlons des animaux. Mais si, ces animaux, mais si, vous voyez, ils ont des petites rayures. Même non, c'est pas des animaux, c'est des petits insectes. Enfin, on sait jamais. Je vous parle des abeilles. Les abeilles, pour venir communiquer avec les autres abeilles, elles dansent. Elles sont pas iconiques. Ces petites abeilles, elles dansent. Elles vont danser, par exemple, pour prévenir à une autre abeille que oui, sur cette fleur-là, il y a plein de pollen. Faut qu'on aille butiner. Ou par exemple, quand il faut prévenir la reine des abeilles. Hop, petite danse. Et elles s'en sortent bien comme ça. Et elles se font mieux comprendre et mieux entendre que tous les dirigeants politiques ou, par exemple, toutes les personnes qui essayent de parler, ou par exemple, toutes les minorités qui essayent d'assouvir leur voix, que nous quoi, finalement. Elles se font mieux comprendre que une personne qui a l'intelligence d'avoir la parole. Ça nous montre encore une fois combien nous sommes insignifiants. Je vais vous reprendre l'exemple du livre de 1000 pages. Sur ce livre de 1000 pages, dites-vous que pour arriver à ce qu'on a appelé le Big Bang, comptez au moins plus de 300 pages. C'est-à-dire qu'avant, on va vraiment parler des atomes. On va parler de comment ça s'est regroupé. On ne parle même pas encore de cette fameuse explosion. On parle à peine de la naissance de l'univers. Et ouais. Et surtout dans l'infiniment grand, vous pensez qu'on connaît tout? Pas du tout. Dans l'infiniment grand, on ne connaît à peine un tiers d'un univers. D'un univers qui fait 800 000 années-lumière. Années-lumière, voilà. Une année-lumière qui passe tellement vite qu'on pourrait la comparer à la taille
d'un tout petit microbe. Un microbe qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'ailleurs, en parlant de microbes, vous saviez que vous n'étiez pas en vérité unique, même sur votre propre corps? Eh oui, Jamy, c'est moi. Du coup, sur votre corps, même quand vous êtes propre, ça vous le savez, c'est sûr, vous avez des champignons. Vous avez des bactéries qui habitent votre corps. Encore une fois, l'être humain est un assemblage de tout ce qui existe déjà. Et pourtant, au lieu de le comprendre et de vivre en paix avec, l'être humain veut se comporter en tant que supérieur à ce qu'il ne peut pas dominer. En vérité, la nature n'est pas dominée par l'homme. La nature est martyrisée par l'homme. Ça fait une belle différence. L'homme, au lieu de tout simplement vivre avec de belles valeurs, et c'est à ça qu'on va revenir juste après, il décide de créer une société qui se base sur la négligence, qui se base sur la haine et qui peut se baser aussi sur la torture. Il va aussi décider que consommer est plus important que d'observer, que la beauté ne réside que dans l'aspect de superficialité. Le bon disparaît pour ne laisser place qu'à ce qu'on peut voir. On ne parle même pas d'observer infiniment les détails, on parle de les balayer. Parce que en fait, si ces détails ne correspondent pas à notre société de consommation, ce n'est pas important. Et l'argent, finalement, c'est plus gratifiant que le temps. Enfin bref. En bref. On est insignifiant dans cet univers, on est insignifiant dans cet infiniment grand, que l'on passe dans l'air qu'on ne cesse de polluer, que par la terre qu'on ne cesse de dégrader, et que par même les océans qu'on ne cesse d'observer juste pour découvrir des mines d'or qui peuvent nous être utiles, on verra le bon. Ça, c'était l'aspect négatif du podcast. Mais pourtant, je trouve que c'était une bonne introduction pour avoir une petite réflexion sur soi-même. Moi, je vous le dis, on est insignifiant. Certes, mais finalement, est-ce que c'est pas plus gratifiant de savoir qu'on l'est qu'au lieu de vouloir s'opposer à cette idée? Et c'est là qu'on va venir à l'aspect plutôt positif de ce podcast. Même si, bien sûr, le positif n'arrive pas sans le négatif. Là, on va parler des valeurs qui doivent nous ressortir de cet aspect insignifiant que nous avons. Être insignifiant, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Une mauvaise chose si ça tape à l'ego. Être insignifiant, dans tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est par rapport à l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire dans l'univers. C'est-à-dire sur toutes les planètes qui n'ont pas encore été visitées. C'est-à-dire sur cette planète qu'on appelle la planète bleue et qu'on dit c'est la seule à habiter de la vie. Si je vous avoue, moi je suis un peu sur la théorie du complot, comme quoi je suis sûre qu'il y a une autre vie ailleurs. Et je vous parle même pas d'ovnis. D'ailleurs, vous saviez que les ovnis c'était les objets volants non identifiés. C'est pas forcément tous les petits bonhommes verts. Vous dormirez moins bête ce soir. Mais du coup, ok, on est insignifiant, on l'a compris, c'est dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. On est juste là. Ok, on sait que le nombre d'étoiles en plus qu'il y a sur tout l'univers que là nous on connaît, ça pourrait correspondre à tout simplement toutes les gouttes d'eau qui vont venir habiter les océans, les mers, les rivières, en bref, toutes les sources d'eau de cette planète, la planète bleue qui est composée à 70% d'eau. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont en train de se dessécher, donc on pourra même parler bientôt de 60% d'eau. C'est grave pour la planète bleue. Enfin bref, on sait qu'on n'est pas unique. On sait que notre corps, voire jusqu'à nos chromosomes, ne sont pas uniques. Notre odeur corporelle est juste un mélange d'atomes, un mélange de bactéries qui existent déjà. Et souvent, les hommes n'ont même pas encore la conscience que ces bactéries existent parce que tout simplement, elles ne figurent pas dans toutes les recherches scientifiques. On sait, on a conscience que l'on n'est pas l'être suprême de cette terre. On sait. Que ce soit d'ailleurs avec une vision religieuse ou non. Mais alors, que faire pour se démarquer de ces hommes? Que faire pour arrêter de penser qu'on est juste
une source de négativité. Et ça, c'est à vous de le faire. Et là, on va repartir sur l'aspect de réalisateur de votre vie. Souvent, quand dans les livres de développement personnel, on va parler de réalisateur de notre vie, quand on va parler de ça dans les podcasts ou quand on va parler de ça à travers différentes vidéos ou films, parce que souvent dans les films, il y en a beaucoup, des visions sur être réalisateur de sa vie, on pense qu'à l'aspect égocentrique, c'est-à-dire que oui, cette année, je vais réussir, cette année et ceci, cette année et cela, mais que dans le je. Être égocentrique n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes aussi la partie d'un peuple. Un humain, c'est beaucoup pour un peuple. Et ouais, surtout en France quand le taux de natalité ne fait que baisser. On se demande bien pourquoi, dans la France à Macron. Enfin bref. Quand on dit être réalisateur de sa vie, c'est vouloir faire des choses pour briller. C'est vouloir faire des choses pour se mettre en avant. Bien sûr, moi, dans mon explication d'être réalisateur de sa vie, je ne vous parle pas de vous mettre en avant en mettant des bâtons dans les roues aux gens qui sont à côté de vous. Par exemple, dans le monde du travail, vous saviez que la plupart des collègues mettaient des bâtons dans les roues à leurs autres collègues, tout simplement pour briller et se mettre en avant. Et ils vont penser que comme ça, ils sont réalisateurs de leur vie. Non. Pour le coup, pas tellement. Parce qu'on parle encore de cette échelle sociale où il y a les plus élevés et les moins élevés. On parle aussi même de cet harcèlement qu'on peut vivre quand on est enfant. Mais c'est avec un cadre un peu plus soigné, un peu plus, on va dire, sophistiqué. Parce que c'est dans le monde du travail. Est-ce que vous avez envie d'être réalisateur de votre vie, mais d'importuner les gens autour de vous? Pas tellement, vous avez envie de les élever aussi. Vous avez envie d'élever toutes les personnes, malgré celles que vous ne connaissez pas. Prenons l'exemple, nous en tant que femmes, de toutes les chercheuses, de toutes les femmes qui se sont battues pour nos droits. Vous saviez que par exemple, celle qui a inventé les essuie-glaces était une femme. Vous allez me dire, oui, ok, mais Sarah, c'est quoi l'exemple? À part vanter encore une fois le mérite du sexe aussi beau que bon. Déjà, j'ai envie de vanter les mérites de ce sexe, vous allez me laisser tranquille. Mais supplément, cette dame, quand elle a voulu apporter son avis à la science, elle a voulu le faire pour elle, parce qu'elle est réalisatrice de cette vie, cette dame. Elle a voulu le faire pour elle, pour se dire, ok, je suis capable d'amener mes progrès à la science. Mais surtout, elle a voulu le faire pour les autres. À la base, cette dame le faisait pour les hommes qui travaillaient dans des camions et qui étaient toujours dans leur petite voiture en 1900. Ils se disaient, mais en fait, pour les aider, quand par exemple il neige et qu'un homme va venir sortir de sa voiture pour gratter à main nue la neige qui a gelé, elle s'est dit, autant prendre des essuie-glaces. Elle l'a pas fait seulement pour elle et pour se mettre en avant. Elle n'a pas voulu causer du tort à quelconque personne, bien au contraire. Elle a voulu le faire aussi pour l'être humain en général. Et c'est ça pour moi être humain. Certes, on est insignifiant dans cet univers, mais sachez que tous vos actes sont comptés par au moins une personne. Une de vos paroles, un de vos actes, sera à jamais mémorable pour un seul humain. Et un humain, c'est déjà beaucoup. Et dans votre vie, vous croisez énormément de personnes. En comptant l'école, en comptant par exemple les vacances, des fois, vous êtes parti en camping, ou des fois vous avez fait des sorties, ou des fois vous êtes par exemple passé pour acheter du pain en bas de chez vous. Comptez tous les humains que vous avez pu rencontrer. Vous savez pas tellement qu'il y en a. Et parce que aussi vous faites pas attention à tous les humains, mais ça c'est normal. Qui fait attention à tous les humains? Ça n'existe pas. Dites-vous que tout ce que vous devez faire, tout ce que vous voulez faire, va impacter quelqu'un. Pour reprendre l'exemple de cette dame, elle n'a pas été reconnue à son juste titre, mais ça, encore une fois, on va pas chanter la même chanson. On va pas passer le même tube à la radio. Une femme qui décide de se mettre dans la science n'est même pas un peu respectée.
La dame a eu vraiment son idée en 1908. Elle a eu son brevet qui expirait en 1920. Elle a essayé de faire passer chez tous les concessionnaires auto et dans les plus petites ou les plus grandes marques son idée. Elle n'a pas été appréciée à sa juste valeur parce que tu es une femme. Et pourquoi on irait t'écouter? Tu ne conduis même pas un peu. Aujourd'hui, vous avez tous des essuie-glaces et on peut tous applaudir cette dame. Cette dame, elle a été réalisatrice de sa vie. Elle s'est donnée à fond dans ce qu'elle aimait, dans sa passion, pour elle et pour les autres. Est-ce que ce serait pas un peu un exemple? D'ailleurs, je vous ai pas dit son nom. Voilà. C'est Mary Anderson. Mary Anderson, littéralement, la star de cette terre, qui a vraiment mis au point le premier essuie-glaces en 1903. Et bon, les hommes ne cessaient de dire comme quoi c'était pas intéressant, comme quoi ça allait gêner leur conduite. Aujourd'hui, Carglass, il est spécialisé dans quoi? Ah ouais, les pare-brises, et ils aiment bien offrir des essuie-glaces. Donc du coup, merci Mary Anderson. Et franchement, je peux vous prendre l'exemple le plus simple, le plus typique. Aujourd'hui, on pourrait même le compter en tant qu'insignifiant parce que cette dame est décédée. C'est celui de Simone Veil. Pourquoi je vous dis insignifiant? Vous allez me dire, t'es folle. Simone Veil, t'es littéralement tarée. Je vous avoue que cette dame, elle n'est pas aussi toute belle, toute rose. Elle a eu des parties de son histoire qui sont comptées et catégorisées en tant que problématiques. Mais aujourd'hui, on la connaît pourquoi? Parce que c'est celle qui nous a permis de nous battre pour avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse. Merci madame. Mais le travail ne se fait pas tout seul. On va parler aussi de Gisèle Halimi. C'est qui? C'est une avocate extraordinaire. C'est littéralement ma copine. Dans notre vie, on aurait été copines. En bref, c'est mon idole en droit. J'ai le droit de le dire. Et 2 fois le mot droit, pas utilisé de la même manière. Qu'est-ce que j'aime la langue française. La langue de Molière, qu'est-ce que je savoure. Enfin bref. Gisèle Halimi, pourquoi je vous parle d'elle? C'est parce que tout simplement, afin que Simone Veil concrétise tout son projet, elle a dû faire appel à d'autres personnes, dont Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, qui est une grande avocate, comme je vous l'ai dit, et qui est connue pour un des procès qui mettait, du coup, en cause une jeune fille de 16 ans qui s'est tout simplement faite violer et qui allait être mise sous peine de prison parce qu'elle a décidé d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse sans l'accord d'un homme. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi cette avocate a été si importante? On en connaît plein, des affaires où il y a eu ça. Tout simplement parce que celle-là, elle a été hyper décisive. Pourquoi? Parce que durant cette période, l'interruption volontaire de grossesse, elle était vraiment en marge de la société. C'était le sujet de l'époque. Et c'était presque accepté. Donc pourquoi, pour une jeune fille qui s'est fait violer, on va décider de lui dire « Écoute ma grande, t'es en tort ». Eh bien parce qu'elle s'est fait aider. Elle s'est fait aider par sa mère, sa famille. Ça n'a pas plu. Gisèle Halimi, en tant que réalisatrice de sa vie, elle a décidé de défendre cette dame. Et vous allez me dire « Ok, mais c'est quoi le rapport avec les valeurs ?» Tout comme avec la dame et ses essuie-glaces là. C'est quoi le rapport avec Mary Anderson? Tout simplement parce que en tant que réalisatrice de sa vie, Gisèle Halimi, elle a utilisé la parole, son arme fatale, pour mettre en avant ses talents et ses mérites. On le sait, à partir du moment où un avocat va décider de parler, cet arracheur de dents, on ne pourra plus l'arrêter. Mais pourtant, ok, elle l'a fait pour elle. Mais pas vraiment. Elle a surtout fait ça pour sa cliente. Et ça nous montre encore une fois que même si on est insignifiant dans cet univers, chaque acte que nous faisons, chaque étude qu'on va décider de faire, ou comme chaque action, les plus banales soient-elles, qu'on va faire, vont être importantes pour au moins une personne. Et là, je vais vous prendre un exemple qui est beaucoup plus logique dans la vue de tout le monde, c'est les médecins. Alors, moi, je tiens à dire une chose, le corps médical,
je les respecte, mais c'est un endroit et c'est vraiment ce sujet-là, les médecins, le corps médical, tout ce qui va avec, je ne peux pas. Je vous avoue que je ne suis pas partisante des médecins. Bon, on ne peut pas réfuter le fait qu'ils aident et qu'ils soignent un maximum de personnes, malgré le fait qu'il y en a qui décident, on ne sait pas pourquoi, de littéralement jouer avec la vie des gens. Mais bon, ça rentre dans la catégorie un petit peu plus mesquine du côté humain. C'est le jeu, finalement. Là, par rapport aux médecins, l'idée la plus globale, c'est qu'un médecin, il aide les gens. Le médecin, il a tellement de valeur. Le médecin, il est sociable, il a le cœur sur la main, il est généreux, mais il est là pour aider. Ok, mais qui vous dit qu'en fait, il ne le fait pas que pour lui par son ego et que finalement, il s'en fout de vous aider. Il y en a plein de médecins comme ça. Mais un exemple beaucoup plus personnel, une de mes grandes amies Mona, elle est littéralement fan de médecine, mais depuis sa naissance. Elle est née avec un stéthoscope, et plus d'articulation que moi, mais elle est née vraiment avec un stéthoscope dans les mains. Voilà, et dans une de ses poches, je suis sûre qu'il y avait un stylo de corps médical, elle avait déjà sa blouse, c'est pas possible. Mona, elle sait où elle veut aller. Et Mona, en tant que réalisatrice de sa vie, sans vous vanter les mérites de mon amie, elle a vraiment ce côté où, en tant que personne qui sait où elle veut aller, elle a vraiment son chemin qui est tracé. Mona, elle est vraiment réalisatrice de sa vie parce qu'elle décide que si ça doit se passer, ça va se passer. Depuis vraiment le collège, elle m'a toujours dit « Moi, je veux faire médecine, je veux aller à l'université de Lille. » Je l'ai accompagnée l'année dernière avec Jacqueline pour une porte ouverte. Durant cette porte ouverte, c'était vraiment « Ok, je sais que je vais aller là, je vais aller là. » Mais elle ne le fait pas que pour elle. Elle ne le fait pas juste parce que c'est gratifiant d'être médecin. C'est gratifiant parce que la société nous vend en bien et on fait partie des plus élevés. Mona l'a toujours fait pour une raison personnelle, mais en plus, elle l'a toujours fait parce que c'est littéralement un sucre. C'est vraiment celle qui va t'aider au moment où tu en auras le plus besoin. Altruiste qu'elle est et surtout gentille qu'elle est vraiment là pour donner de l'amour, là pour soutenir ceux qui en auront besoin. Et c'est vrai qu'il y a un aspect un peu dérangeant chez les médecins de se dire « Non mais moi mon rêve c'est d'être médecin et tout, nan. » Parce qu'il y a aussi la psychologie interne qui fait que ok t'as envie d'être médecin, mais au-delà de vouloir aider les gens, c'est comme si t'es un peu sadique, tu veux que les gens tombent malades pour t'aider et tout. C'est comme ceux qui travaillent à la morgue. Faut comprendre aussi que c'est les aléas de la vie et que ceux qui vont nous aider sont ceux qui vont paraître un peu moins insignifiants. Donc avec ces 3 exemples exclusivement féminins, et je me remercie pour ça. Remerciez-vous les femmes, remerciez-vous. Je vous applaudis. Bref, avec ces exemples et avec l'explication du début, je crois que je vous ai bien amené le thème et le terme insignifiant. Ok, on l'a compris. Je vous ai bien amené aussi le fait qu'être réalisateur de sa vie, ce n'est pas que pour soi. C'est aussi pour les autres. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas hypocrite de le faire pour les autres en se disant que finalement on va être encore mieux vu ? En fait, vous allez toujours réfléchir. Et j'ai envie de comparer ça à ce qu'on a nous dans notre religion en islam. En islam, on se met souvent des réflexions. On est toujours là, comme dans toute religion, à se demander si nos actes d'adoration ne sont que des actes d'hypocrisie, des actes d'ostentation. À partir du moment où tu te remets en question, comme ça a été rapporté dans des hadiths qui a été du coup dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Mohammed, et pas Mahomet s'il vous plaît, Mohamed à la limite. À partir du moment où tu te remets en question, à partir du moment où tes actes tu les penses hypocrites, c'est que tu as une réflexion envers toi-même, c'est que tu te demandes si tes actes sont valides et s'ils sont purs et s'ils ont
tout simplement l'opportunité d'être accepté, c'est que tu n'es pas hypocrite. Et c'est vrai qu'après cette réflexion, dans notre religion, on peut se dire « Ouais, mais du coup, je pense que mes actes, ils sont pas hypocrites, mais est-ce que ça veut dire que je suis vraiment hypocrite ?» Tu auras toujours une réflexion envers toi-même. Donc, faut pas vraiment te casser la tête. Faut juste agir pour toi et pour les autres, en de bonnes circonstances. Pour une fois, dans ce podcast, j'ai pas vraiment donné de conseils. J'aime beaucoup maintenant illustrer avec des exemples. Dites-moi si ça vous plaît. J'espère vous avoir appris certaines choses. Bien sûr, je suis pas là pour donner mon avis sans être objective. Je suis pas là pour vous faire croire que j'ai la science infuse. Je suis là pour apprendre à mieux articuler, par contre. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ma langue qui fourche ne vous dérange pas. D'ailleurs, c'est vrai que je ne cut pas beaucoup mes podcasts. Ça donne un peu mieux leur authenticité, je trouve. Et ça les montre un peu plus à mon image. Parce que finalement, je suis pas parfaite. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Et tout simplement, tout n'est pas lisse et sans défaut. Et l'insignifiant humain que je suis est là pour vous rappeler aussi que les imperfections, c'est rien qu'une idée de la société. Et que c'est ça qui nous rend un peu moins comme les autres dans ce monde où on commence à devenir un peu tous pareils. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous à travers ce podcast que j'ai fait pour moi, parce que j'avais envie de parler, mais pour vous, parce que j'avais un peu envie de vous éduquer, entre guillemets, à ma manière. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que mon retour, il sera un peu apprécié. Voilà. Je suis pas régulière, franchement, je serais une mauvaise influenceuse. Mais tant que ça me fait plaisir de parler, c'est le plus important. Gros bisous mes copines.